Philippe de Giraud, bonsoir. Alors pour vous Bonsoir. présenter en quelques mots, vous êtes écrivain, philosophe, belge et antinataliste. Oui. Alors, qu'est-ce que l'antinatalisme finalement? C'est une doctrine philosophique qui considère qu'il vaut mieux ne pas venir au monde, voilà, qui s'oppose à la procréation, qui est donc contre le natalisme ambiant. Et la base de l'argumentation, c'est que la vie est plutôt faite de beaucoup de souffrances et de peu de jouissance finalement. Donc il y a plus de souffrance a priori dans la vie que de plaisir ou de jouissance. Et donc les antinatalistes considèrent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ce qui ne pousse pas au suicide néanmoins. On est en vie, donc autant continuer sur notre lancée. Mais il est en tout cas négatif de faire venir de nouvelles personnes au monde. Elles n'ont rien demandé et elles ont tout à perdre en monde, puisque le pire est contenu dans la naissance même. Ceux qui ont connu Auschwitz ne savaient pas évidemment qu'ils allaient connaître Auschwitz, mais la possibilité de connaître Auschwitz est contenue dans le fait de venir au monde. Donc mettre quelqu'un au monde, c'est l'exposer à tous les malheurs, à toutes les tortures imaginables. Donc l'antinatalisme considère que par principe de non-violence et de respect absolu d'autrui, c'est le sommet de l'éthique finalement quelque part, c'est l'antinatalisme, c'est le refus absolu de causer un préjudice à qui que ce soit et donc refuser de le mettre au monde puisque la vie contiendra fatalement des préjudices. Donc je me demandais quand finalement et comment vous est venue cette idée de devenir antinataliste, ou en tout cas comment vous êtes venue cette idée cette haine de la procréation? Ça date de ma plus tendre enfance. En fait, je n'ai pas de moment déclencheur, mais je sais que dès l'école gardienne, dès l'école maternelle, je me demandais vraiment un petit peu ce que je foutais là. On avait des exercices idiots. Je me souviens de l'exercice du picotage que j'ai jamais compris. J'ai expliqué à la prof que ça serait plus simple pour découper la cocotte en papier d'utiliser des ciseaux. Je m'attendais à ce que toute la classe me suive un petit peu en disant bah oui, c'est logique ce que dit Gérald, c'est mon vrai prénom. Et pas du tout. Et la prof en fait n'a pas répondu à mes objections. Elle a dit que le but du picotage c'était de faire l'exercice de picotage. Donc je me suis dit je suis mal tombé dans cette société où on est dans l'autoritarisme pur et dur. Donc déjà ça. Et puis ça c'est un détail, mais surtout c'est le fait de découvrir progressivement. Je suis né en 68, c'était en pleine guerre froide, donc à chaque JT, quand on a 4, 5, 6 ans, on commence à comprendre qu'il y a un risque de guerre nucléaire à tout instant. On commence à comprendre qu'il y a la maltraitance animale. Il y avait une petite revue comme ça pour l'école primaire qui s'appelait Tremplin, c'était une revue gratuite. Et il y avait un reportage comme ça sur le massacre des bébés phoques sur la banquise, où on voyait les photos de ces bébés phoques tout blancs, massacrés à coups de batte de baseball par les chasseurs, par les bouchers. Il y avait les problèmes de surpopulation qui étaient évoqués régulièrement à l'époque. Aujourd'hui c'est un sujet tabou, mais dans les années 70 c'était très fréquent qu'on évoque les problèmes de surpopulation à l'échelle planétaire. Et voilà, et donc de fil en aiguille, puis on découvre à la télé l'existence d'Auschwitz, d'Hiroshima, de la guerre du Vietnam. L'histoire qu'on apprend à l'école nous montre que l'histoire n'est qu'un bain de sang perpétuel. Et donc de fil en aiguille, tout cela m'a rendu assez pessimiste, donc lucide sur la vie et surtout la société humaine. Et puis à 15 ans, j'ai fait une petite dépression. À 19 ans, j'ai fait une tentative de suicide sérieuse en Irlande. Et puis là, je suis resté quelques années à écrire un petit peu de la poésie, des choses qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. J'ai fait une psychanalyse à 27 ans, ici à Louvain-la-Neuve d'ailleurs. Et là, dans le cas de ces psychanalyses jungiennes, il y avait des rêves qui indiquaient que finalement, ma destinée, c'était de mener un combat antinataliste. Soyons cohérents, je suis dans la souffrance, je suis dans la dépression, je vais pas bien. Je peux me suicider, je mets fin à cette souffrance. Une autre option, c'est de dire je reste en vie et je mène un combat de telle sorte que les gens deviennent de plus en plus lucides sur les enjeux qu'implique le fait de mettre un enfant au monde. D'abord qu'ils réfléchissent à la question, qu'ils ne vivent pas sur une évidence. Avons-nous le droit de mettre des enfants au monde? Et si oui, sous quelles conditions? Ce sont deux questions qui ne sont jamais posées. La procréation est quelque chose qui va de soi, la procréation est quelque chose de valorisé, de survalorisé. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, mourir, ça m'arrivera, Dieu merci, un jour ou l'autre. Donc la souffrance s'arrêtera. D'ici là, mettons notre vie au service d'une cause qui permettrait de conscientiser les gens, de les inciter à réfléchir sur le bien fondé ou non de faire des enfants. Voilà. Très bien, du coup en 2000 vous avez publié votre premier ouvrage, c'est De l'impertinence de procréer. Oui. Et puis en 2006, L'art de guillotiner les procréateurs, manifeste antinataliste. C'est ça. Et donc qui est très bien écrit, mais aussi très acerbe et subversif. Et du coup, je me demandais comment votre lectorat a reçu cet ouvrage. Enfin, est-ce que vous avez reçu les critiques de votre entourage ou...
La plupart du temps, il est bien accueilli. En fait, ça, beaucoup de gens me remercient parce que je n'invente rien dans ce livre, il n'y a rien de très original. C'est ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que c'est une démonstration par A plus B. Je mets en ordre tous les arguments. On a tous des discussions, parfois autour du bien fondé ou non de faire des enfants, mais je mets de l'ordre dans l'argumentation. En fait, c'est un argumentaire qui est construit, qui est cohérent, et beaucoup de gens m'ont félicité, m'ont remercié pour ce livre parce que je disais tout haut et clairement ce qu'ils pensaient parfois tout bas et de façon moins claire, on va dire. Donc je mets un petit peu d'ordre dans l'argumentaire antinataliste général qu'on peut retrouver dans d'autres livres, mais parfois plus souvent plutôt aphoristique. Je pense à Sioran, Roland Jacquard. Il y a déjà eu plein de penseurs antinatalistes, enfin plein, il y en a eu pas mal, quelques dizaines on va dire, mais il n'y avait pas encore de bouquin réellement structuré qui démontait par A plus B les arguments des natalistes et qui montrait aussi par A plus B à quel point la vie était en soi, a priori, toujours déjà pénible. Et donc on a parlé des réactions de vos lecteurs, mais les réactions de votre famille en fait. Je vais me poser la question. C'est Eh bien, tu vas être étonné, mais ma famille, je pense en tout cas à mes parents, a plutôt bien accueilli mon projet. D'abord parce qu'ils savaient que ça se faisait dans le cadre d'une psychanalyse, d'une thérapie, et puis parce que, bon, je suis enfant unique, donc mes parents n'étaient pas avidement natalistes, et puis eux-mêmes se sont rendus compte, la vie avançant, que la vie était pénible, donc mes parents finalement étaient assez ouverts à tout ça. Bien sûr, ils argumentaient tout le temps en disant « moi non plus, j'ai pas demandé à naître hein. ». Quand on est adolescent, on philosophe un peu comme ça, mais enfin, merde l'école, j'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé à venir au monde, et puis leur réponse c'était chaque fois « mais nous non plus, on n'a pas demandé à venir au monde ». Et je leur faisais remarquer, oui, mais que eux ont signé le contrat en faisant un enfant. Voilà, on n'a pas demandé à venir au monde, et jusque-là, on n'est pas engagé d'aucune manière en quoi que ce soit, on n'a signé aucun contrat, mais quand on fait un enfant, on signe évidemment le contrat de la vie, on dit on vote pour. Et donc c'est là que ça peut parfois commencer à poser problème. Mais pour en revenir à ta question, ma famille, j'ai un peu coupé les ponts avec elle, parce que j'ai pas choisi ma famille, ce sont des gens qu'on m'a imposés à la naissance, qui sont bienveillants, mais on n'a aucune affinité. Ma vraie famille, c'est mes amis. Là, c'est ma famille spirituelle, c'est ma famille de cœur que j'ai choisie, et donc ces amis, justement, pour parler de ma vraie famille, donc pour en finir avec ma famille biologique, elle n'a ni bien ni mal accueilli parce que simplement j'avais coupé les ponts à 20 ou 22 ans, donc ils ne savent même pas très bien ce que je fais à vrai dire. Mais pour parler de ma vraie famille, c'est-à-dire mes amis, même si 90% de mes amis ont des enfants, on a toujours pu parler de ça. Moi je les respecte totalement en tant que parents parce que je sais que ce sont des parents bienveillants qui ont mûri leurs décisions et qui font tout pour que leur enfant ou leurs enfants, parfois ils en ont plusieurs, soient bien dans la vie et les clés de l'existence et les clés du bonheur. Donc en fait on est dans un respect de chacun. Moi je les respecte en tant que parents et eux, parents, me respectent en tant qu'antinataliste. Donc ils comprennent où je veux en venir, ils savent bien que c'est pas du tout quelque chose. Je suis pas anti-parent, il faut bien comprendre, je suis antinataliste. Je me bats contre une idéologie, je me bats pas contre des personnes, du tout. Je respecte, je préfère 1000 fois quelqu'un qui est chouette en tant que parent, à un type qui n'a pas de gosse, mais qui fait un carnage absolu au quotidien autour de lui, tu vois. Voilà, un pervers narcissique qui n'a pas de gosse ne va pas m'intéresser du tout, alors que quelqu'un qui a des enfants et qui s'en occupe bien, qui a des valeurs humaines, je le préférerais de toute façon. Donc je le redis, je suis antinataliste, c'est-à-dire que je combats l'idéologie nataliste sous laquelle on vit tous dès qu'on vient au monde. Et donc vous avez des amis qui partagent les mêmes convictions que vous? Votre compagne même peut-être? Ma compagne actuelle, oui tout à fait. Séverine est totalement sur la même longueur d'onde. Elle a eu, peut-être avant ses 30 ans, parfois un vague désir d'enfant, l'idée qu'elle pourrait en avoir un jour. Et à partir de ses 30 ans, elle a totalement compris que ce n'était pas fait pour elle. Et donc on se comprend à merveille là-dessus. Elle n'a pas du tout envie d'enfant. Même l'adoption, parce que là d'un point de vue assez égoïste et hédoniste, on se dit que voilà, il y a toujours ces solutions d'adoption pour les gens qui veulent éviter l'inconvénient de faire des enfants pour l'enfant, mais qui veulent à tout prix assouvir un besoin de parentalité. Et ça, je trouve que l'adoption est une très belle solution. Mais par exemple, avec ma compagne, on n'est même pas là-dedans parce que, comme dirait Michel Onfray, on a mieux à faire au sens qu'on a plus envie d'avoir du temps libre, de la liberté. On se voit le week-end, le dimanche, on peut se réveiller à 15h, il n'y a pas un bébé qui pleure dans la chambre d'à côté depuis 6h pour qu'on lui donne son biberon, quoi. Donc, d'un point de vue hédoniste, je pense que c'est bien aussi de ne pas faire d'enfant. C'est bien de ne pas faire d'enfant pour l'enfant, c'est bien de ne pas faire d'enfant pour l'environnement, et c'est bien de ne pas faire d'enfant pour soi, parce qu'on a une vie plus libre, plus légère, et plus joyeuse et plus festive au bout du compte que les gens qui s'engagent dans la parentalité. Donc justement, en parlant de, vous avez dit environnement, donc dans votre livre, vous parlez de surpopulation. Ouais. Et donc est-ce qu'engendrer, c'est donc véritablement un danger pour la planète?
À notre époque, plus que jamais, on est de toute façon trop nombreux depuis au moins 50 ans, puisque les experts, les scientifiques considèrent que la planète pourrait supporter 1 milliard d'individus vivant selon notre mode de vie occidental. 1 milliard. On est à beaucoup plus que ça qui vivent déjà selon le mode occidental. Les pays émergents veulent à juste titre jouir de notre confort, avoir le chauffage central, l'eau courante, un frigo, un micro-ondes, une télévision, un ordinateur. Donc moi je ne condamne pas du tout le côté l'envie de confort des pays émergents, qu'un pauvre doivent rester pauvre, comme disent les décroissants économiques, ça me choque un petit peu, là, cette espèce de sobriété heureuse, les pauvres, restez pauvres, tout va bien, votre empreinte écologique est soutenable. Oui, mais enfin, ils ne sont pas très heureux, tout le monde a envie de confort, c'est dans nos gènes. On est des primates, on est des singes, on a envie d'avoir chaud, on a envie de s'éterbiter des intempéries, on a envie d'avoir une voiture plutôt que de prendre les transports en commun parce que c'est plus facile, on a plus de liberté, et donc oui, chaque enfant qui naît aujourd'hui, particulièrement dans nos pays, puisqu'on a une empreinte écologique qui équivaut à 3-4 planètes si tout le monde vivait selon notre mode de vie, c'est vraiment précipiter davantage encore le carnage écologique en cours. C'est précipiter la 6e extinction de masse qui est en cours de par la faute de la prolifération de l'espèce humaine. Et quand je parle de surpopulation, c'est un mot concept pour éviter ce phénomène auquel on assiste tout le temps. Ça peut être dans les médias, ça peut être n'importe où. Les gens parlent tantôt de surpopulation, donc de la démographie humaine problématique, et puis, dans un autre reportage au JT, on va parler de la pollution atmosphérique, de la déforestation, comme si la pollution était un sujet, et comme si la surpopulation, ou le problème démographique, était un autre sujet. Non, en fait, toutes les destructions des écosystèmes auxquelles nous assistons sont dues à la présence de la population humaine en surnombre. Dès qu'il y a trop de gens sur un territoire donné, quel que soit le mode de vie de ces gens, donc les décroissants économiques qui considèrent qu'il faut se priver de tout et vivre dans la sobriété heureuse parce que ça va être la solution, c'est faux. Parce que si on était 100 milliards de chasseurs-cueilleurs, on vivrait comme il y a 20 000 ans. Mais on serait 100 milliards de chasseurs-cueilleurs, mais la planète ne tiendrait pas le coup parce que le chasseur-cueilleur, il a besoin d'un territoire de 100 km². Et donc on voit que certaines populations ont pu détruire leur environnement simplement de par la faute de leur nombre. C'est le nombre qui est problématique. Ce n'est pas le mode de vie. Les décroissants économiques tentent de nous faire croire que le problème c'est notre mode de vie, c'est tout à fait l'inverse. Même des animaux, si on met, il y a des expériences involontaires qui ont été faites et mesurées par des biologistes. Il suffit que des cerfs soient introduits sur une île, par exemple. Cervidés, donc on ne peut pas dire que ce sont des animaux qui ont une empreinte écologique monstrueuse. A priori, on peut dire qu'ils sont dans la sobriété heureuse, bon, par rapport à nous. Mais si on met des cerfs sans prédateurs sur une île, eh bien la population, d'abord la faune va en pâtir monstrueusement, donc la population d'insectes va décroître, et la population même des oiseaux va décroître aussi. Donc des cerfs, en surnombre, qui vont se reproduire sans prédateurs, vont proliférer sur une île et détruire l'écosystème d'une île. Alors que leur mode de vie est tout à fait durable selon les critères des décroissants économiques. Donc en fait, ce n'est jamais le mode de vie qui pose problème, c'est toujours le nombre de personnes qui pratiquent ce mode de vie. C'est ça le problème. Si on était 100 millions d'êtres humains, on pourrait tous avoir un hélicoptère, limite. J'exagère un peu, mais je veux dire, on pourrait tous avoir 2, 4 x 4. La planète verrait ça comme une piqûre de moustique. On ne détruirait aucune autre espèce animale. Mais le simple fait qu'on soit 7 milliards, c'est beaucoup trop. Même des peuples qui vivent encore d'une manière extrêmement sobre, pauvres, osons le dire, détruisent des populations animales simplement parce qu'ils empiètent. Ces peuples empiètent sur le territoire des lions, des éléphants. Je pense à l'Afrique, c'est vrai en Asie aussi. Et donc, le simple fait qu'il y ait trop d'êtres humains sur un territoire donné nuit à la biodiversité des autres espèces animales. D'accord. Donc un bon écologiste, finalement, ne devrait pas se reproduire. Un véritable écologiste ne fait pas d'enfants, et je dirais même qu'un écologiste qui se reproduit est désormais un écologiste douteux. À l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, il y a un Indien de 27 ans qui a porté plainte contre ses parents. Oui. Récemment, oui. Et donc je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ça. En fait. C'est magnifique, j'ai oublié son nom, Samuel Raphaël, je crois, Raphaël Samuel ou Samuel Raphaël, oui, si ma mémoire est bonne. Je trouve ça génial, c'est un truc d'ailleurs dont je parle dans le manifeste antinataliste. Il y a un chapitre qui s'appelle du droit de déposer plainte contre ses parents, et il reprend cette idée. Bon, ça prouve bien que l'antinatalisme est une approche très philosophique de ces problèmes existentiels, parce que ce soit Benatar, Cabrera, Karim Akerma ou moi ou d'autres, on arrive tous aux mêmes conclusions finalement. Donc indépendamment, on ne se connaît pas du tout. Il y en a un qui vit en Allemagne, un qui vit en Afrique du Sud, un qui vit au Brésil, etc. Et en fait, sans du tout s'être fréquentés, on arrive tous aux mêmes conclusions avec les mêmes arguments et la même logique qui arrivent aux mêmes conclusions.
Et j'aime beaucoup ce qu'a fait Raphaël Samuel. Il a fait en plus un petit peu avec la complicité de ses parents, qui sont tous les deux avocats, et qui ont probablement pu l'aider au niveau juridique pour formuler ça d'une manière recevable par d'éventuels tribunaux. Mais je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas demandé à venir au monde, mais le minimum, c'est qu'on puisse déposer plainte de façon minimum symbolique contre ses parents en disant je n'ai pas assumé un contrat. Maintenant, vous m'entretenez jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas à subir la corvée de suivre des études, je n'ai pas à subir la corvée d'aller 8 heures pratiquer un travail salarié pour gagner de quoi vivre. Je n'ai pas signé le moindre contrat, donc le minimum, vous les parents, vous avez choisi de me mettre au monde. Je n'apprécie pas du tout, surtout pas les corvées qui vont avec le fait d'être au monde, donc vous m'entretenez jusqu'à la fin de votre vie. C'est tout. Ça, c'est la sanction, on va dire, minimale et cohérente avec le choix de mettre des enfants au monde. Mais donc, ce qu'a fait Raphaël Samuel, c'est magnifique parce qu'on a été plusieurs à le dire sur Facebook, sur des groupes antinatalistes anglophones. Grâce à lui, en fait, le terme antinatalisme, en anglais, antinatalism, a fait le tour du monde. Cette plainte qu'il a déposée symboliquement contre ses parents, ça a été repris dans des dizaines de langues au niveau mondial. Même en Indonésie, ils en ont parlé, en Inde, au Japon, en Grèce, en Roumanie. Enfin, ça a fait un petit peu le tour de la planète. Donc le mot antinatalism est devenu un mot on va dire banalisé grâce à cette action qui a eu un succès médiatique remarquable. Est-ce que la société elle, pourrait mettre en place des solutions pour limiter les naissances ou au moins conscientiser les futurs parents? Ça me paraît tout à fait facile à faire, oui. Il est clair que, bon, on vit sur un a priori nataliste, c'est une évidence que c'est une très bonne chose de se reproduire et que tout le monde doit se reproduire. Des femmes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes child-free sont tout le temps mises sous une pression sociale. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, tu le regretteras plus tard, enfin bon, etc. Donc on vit dans une société profondément nataliste, pas seulement au niveau religieux, mais aussi au niveau laïque et matérialiste, parce qu'il faut simplement de nouveaux consommateurs pour les industriels, il faut une population en âge de travailler pour financer les retraites, etc. Donc les politiciens sont natalistes, les industriels sont natalistes, les religieux sont natalistes, tout le monde est nataliste, et nos profs à l'école, dès l'école primaire, sont natalistes. On connaît la fin de tous les contes pour enfants, ils se marièrent, ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. C'est systématique dans les contes pour enfants, et c'est encore vrai dans beaucoup de films, même le cinéma américain, nataliste, etc. Alors pour en revenir à ta question, comment contrebalancer ce natalisme ambiant? Ça serait justement en rendant pour moi l'enseignement sa fonction première, qui est non seulement de transmettre des contenus, des connaissances, des savoirs aux enfants, mais surtout leur apprendre à penser par eux-mêmes et développer leur esprit critique. Pour moi, un bon enseignement, c'est surtout ça. C'est pas du contenu, mais c'est une méthodologie. Et je crois que si on... Par exemple, voilà, un de mes amis qui est prof à l'ITN, Philippe, a lancé ce débat avec ses élèves en 5e ou en 6e, je ne sais plus. Et voilà, est-ce que c'est bien de faire des enfants? Oui, non, pourquoi? Voilà, donc ça a été un débat très très houleux. Ils se sont vraiment quasi écharpés en classe, tellement c'était émotionnel et passionnel, fatalement. C'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Et bon, ça s'est très bien passé au bout du compte. Et à la fin de l'année, ils sont venus le remercier. Bon, mon ami Philippe est un excellent prof, et ils sont venus le remercier en disant c'était super ce débat qu'on a eu sur la procréation, c'était une très bonne idée de votre part. C'est vrai que ça a été chaud, monsieur, mais ça nous restera toute la vie, ça nous a obligés à penser. Et voilà. Et donc en fait, tu vois, on pourrait vraiment imaginer que ça fasse partie du programme scolaire obligatoire par les ministères de l'enseignement, que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sur le temps de nos études secondaires, il y ait ce débat. Tiens, est-ce que vous voulez des enfants? Oui, pourquoi? Qui argumente? Voilà. Beaucoup vont dire, même si c'est évident, c'est naturel, sinon l'humanité disparaît. Et alors, l'humanité disparaît, est-ce que c'est grave? Il faudra penser plus loin que ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire qui ne coûtent rien et qui développeraient de façon l'esprit critique des enfants. Ils pourront appliquer cet esprit critique à d'autres sujets, à d'autres thématiques que la procréation. Mais je crois que ça devrait quasiment être un devoir d'humanisme que d'interroger ce désir d'enfant que nous avons tous plus ou moins, mais en tout cas que la société voudrait que nous ayons tous. C'est un devoir d'humanisme parce qu'à force de dire qu'il n'y a rien de plus beau que la vie c'est un merveilleux cadeau qu'on reçoit de la part de nos parents, ça veut dire que l'enfant est endetté par rapport à ses parents, ça veut dire que les parents peuvent limite être maltraitants sans sentir trop coupables puisqu'ils ont fait le plus beau cadeau possible imaginable, le miracle de la vie. Donc c'est quelque chose de très pervers qui limite, je ne dirais pas cautionne, mais peut-être facilite et met un petit peu d'huile dans les rouages de la maltraitance infantile. Je crois que si on incitait les gens, les adolescents, à réfléchir sur le bien fondé ou non de faire des enfants, sur « ok, j'ai envie de faire des enfants malgré tout », mais c'est aussi se demander « est-ce que je suis prêt à avoir des enfants ?»
Est-ce que je suis mûr pour avoir des enfants? Est-ce qu'à 20 ans, on a la maturité suffisante que pour avoir bien compris les clés, les enjeux de la vie? Est-ce qu'on a les clés de l'existence, tout simplement? Est-ce qu'on a déjà un boulot? Est-ce qu'on a déjà fait un petit peu son sillon dans la vie? Est-ce qu'on a un avenir un peu lisible? Donc, je crois que si les gens réfléchissaient davantage, ils en feraient moins d'une part, ils oseraient assouvir leur non-désir d'enfant sans devoir se justifier. Ayant réfléchi, beaucoup, je crois, diraient, c'est vrai qu'au bout du compte, on nous mène peut-être en bateau avec cette histoire comme quoi l'enfant serait la plus belle chose de la vie. Ça peut être un boulet. On connaît le phénomène de burn-out parental qui touche un parent sur 5 en Belgique. Le burn-out parental, c'est quand même pas drôle à vie. Il faut continuer à bosser, il faut continuer à bien s'occuper de son gosse, et il faut tenir le coup malgré tout alors qu'on n'en peut plus. Bon, mais c'est des choses qu'on pourrait dire aux élèves de secondaire, à des gens de 15-16 ans, 17 ans, 18 ans, avant qu'ils ne se lancent à corps perdu dans cette mythologie de la procréation, quoi. Ils peuvent le regretter eux-mêmes plus tard, pour eux-mêmes, pas seulement pour l'enfant. Donc je crois qu'il y a vraiment plein de petites choses à mettre en place très facilement, gratuitement, dans le cas de structures existantes, simplement, dès l'école, poser la question de savoir si c'est bien ou non de faire des enfants, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi. Et je crois que là, le monde changerait terriblement. Quand on voit déjà qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une société totalement nataliste, quand on laisse les femmes, donc il n'y a pas de débat antinataliste, on est dans une société ouvertement et clairement nataliste, et malgré tout, ce qu'on constate à l'échelle de l'Occident, c'est vrai aussi au Japon, c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai en Russie, quand on laisse les femmes décider par elles-mêmes, elles font moins de 2 enfants par femme. Elles font 1,3, 1,1, 1,6, 1,8 enfants par femme, ce qui est en dessous du seuil de renouvellement des générations qui est à 2,1. Dans nos pays développés, il y a très peu de mortalité infantile, donc il faut que chaque femme fasse en moyenne 2,1 enfants pour maintenir la population à un niveau stable. Dès qu'une femme fait 1,8 ou 1,6 enfants, on est dans une décroissance démographique en fait. Les femmes le font spontanément, alors même qu'on est une société nataliste. Alors il faudrait, je prends l'exemple de l'Italie par exemple, qui est une société ultra-nataliste, qui a un fort machiste encore, avec des mesures d'ailleurs natalistes de la part du gouvernement fasciste italien, mais malgré tout, l'Italie, jusqu'à ces dernières années, était le pays d'Europe où les femmes faisaient le moins d'enfants, alors qu'il y a quand même le culte de la mama, etc., que le Vatican est là, que le catholicisme est là, le catholicisme dévoyé, donc nataliste. Eh bien, les femmes italiennes, il y a encore quelques années, faisaient 1,1 enfant par femme. Donc c'est la panique pour les politiciens, parce qu'il n'y a plus personne pour financer les retraites, la pyramide des âges s'inverse, et ça devient la panique. Donc ce qui explique aussi pourquoi la société est nataliste. Mais ce qui est génial, c'est que indépendamment donc, des modules de réflexion qu'on pourrait mettre en place par rapport aux adolescents dès l'école, dans une société nataliste, lorsqu'on laisse faire les femmes, qu'elles ont l'accès quasi gratuit, c'est pas tout à fait vrai, ça devrait être quasi gratuit à la contraception et le droit à l'avortement, eh bien les femmes font un choix sans se concerter qui en fait est dénataliste. Si on laisse faire les femmes à l'échelle mondiale, si toutes les femmes à l'échelle mondiale avaient le droit à l'avortement inconditionnel et le droit à la contraception inconditionnel, la population mondiale décroîtrait parce que toutes les femmes, sans se concerter, font le choix de faire 1,5 enfants en moyenne. Donc en fait, la population décroîtrait lentement mais sûrement et on ne serait jamais 11 milliards en 2100 comme on le prédit. Donc il y a plein de solutions, c'est tout simple. Le problème, c'est le natalisme et ce sont les dogmes natalistes. Mais les solutions pour inverser la tendance, elles sont vraiment à portée de main. Maintenant, le tout, c'est que les politiciens s'emparent du truc et qu'ils acceptent de réfléchir sur ce sujet qui n'est pas un sujet anodin ou léger, quoi. Ok, donc vous pensez que les gens ne réfléchissent pas spécialement avant de faire des enfants, ils le font un peu de manière mécanique, un peu animale en fait? Je dirais même pas animal, je dirais vraiment socialement conditionné. C'est un conditionnement social très très fort dans lequel on baigne dès qu'on est petit. Hein. On joue très vite avec des petits nounours, des petites poupées, etc. Et on est programmé vraiment pour devenir parent à son tour. Voilà, par exemple, tu me demandais quand est-ce que je suis devenu antinataliste, il n'y a pas de date précise, mais à 10 ans, lors d'une conversation dans un repas de famille, voilà, il y a je ne sais plus qui, mon oncle, ma tante, qui m'a posé la question classique, et toi plus tard, quand tu seras grand, tu voudras combien d'enfants? J'avais 10 ans. Et il aurait répondu, moi, je ne me marierai pas et je n'aurai pas d'enfant plus tard, je n'aurai jamais d'enfant, je ne ferai pas d'enfant. Toute ma famille a rigolé, bien sûr. Bien sûr, il n'a que 10 ans, il va changer d'avis. Maintenant, j'en ai 50 et il ne rigole plus du tout parce que je suis en plus un militant antinataliste et je n'ai de toute façon pas d'enfant. Donc, ils ont compris que c'était un truc sérieux. Mais tu vois, donc, on est vraiment plongé là-dedans, conditionné socialement, c'est une évidence. Quand ils m'ont posé cette question, pourtant ma famille n'est pas du tout débile ou inculte, voilà, c'est la classe moyenne, un peu inférieure, mais ce sont des gens qui ont suivi un parcours scolaire, qui sont alphabétisés, qui sont bienveillants, qui sont intelligents, qui ont une petite culture. Et bien, même dans cette famille bienveillante, cette question était une évidence. Et toi, plus tard, quand tu seras grand, combien d'enfants voudras-tu?
la question aurait dû être, est-ce que toi, tu voudras des enfants? Non, pas du tout. On vit sur cette évidence. Donc, en fait, c'est pas du tout même une réponse à un besoin animal. Bien sûr, l'ADN est là, mais il faut pas croire non plus que les animaux veulent se reproduire. Les animaux ont un désir sexuel, on a un instinct sexuel. Ils sont pas du tout conscients des conséquences d'une copulation. Ils copulent parce que le RUT est là, parce que la testostérone est là, parce que les estrogènes sont là chez les femelles, et le coït se produit. Je veux dire, ça, c'est réellement mécanique, c'est l'ADN qui fait de nous tous des zombies, des robots au service de la molécule ADN qui se transmet à travers nous, mais il n'y a pas de conditionnement vraiment animal à la reproduction. Il y a un conditionnement à la copulation, mais pas vraiment à la procréation. Nous, par contre, dans les sociétés humaines, non seulement on a ce désir évidemment de rapport sexuel, mais en plus on est conditionné sociologiquement, politiquement, religieusement, dans un but nataliste, dans une perspective nataliste. L'idée, c'est que tout le monde fasse des enfants, c'est une évidence, et c'est aussi c'est un héritage darwinien. Je veux dire, si on analyse un peu la situation, il est évident que l'humanité, l'homme étant le plus faible des animaux, comme disait Aristote, l'humanité n'aurait pas pu survivre si elle n'avait pas été outrancièrement nataliste. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui a causé un petit peu l'extinction néandertale. Quand on analyse la répartition des foyers de néandertaliens, on voit qu'il y avait 100 km entre deux foyers, par exemple. Et dès que le Cro-Magnon, donc nous, l'Homo sapiens sapiens, l'Homo cro-magnensis, débarque en Europe il y a une quarantaine de milliers d'années, et on voit les foyers là de plus en plus rapprochés, où il n'y a plus que 10 km entre foyers, et on voit vraiment, moi c'est mon hypothèse, on a émis beaucoup d'hypothèses sur pourquoi Néandertal, qui était là depuis 400 000 ans, totalement adapté à son environnement, qui avait connu des glaciations, des périodes interglaciaires, des réchauffements, des refroidissements, ils avaient tout connu, ils étaient 100 000% adaptés à l'environnement, ils avaient une technologie, une intelligence remarquable, et tout à coup, dès que le Cro-Magnon que nous sommes débarque, moi je vis près de la grotte de Spie par exemple, et il y a des couches de Néandertal, et puis c'est des couches de Cro-Magnon. Donc moi je dis quand même, c'est probablement Cro-Magnon qui, par sa pullulation invétérée, maniaque, il suffit de voir, tu vois toutes les statues du Paléolithique qui appartiennent à Cro-Magnon, les statues stéatopiges, les représentations de vulves sur les peintures rupestres, il y a vraiment une idée de natalisme exacerbé qui est une sorte de sélection darwinienne. Néandertal n'était probablement pas très nataliste, avait l'intelligence, pour éviter les conflits, d'espacer les lieux de vie, les habitats. Ça a évité des conflits au niveau des ressources. Et par contre, voilà, le Cro-Magnon que nous sommes, c'est l'idée, on se reproduit un maximum. Fatalement, ça mène à des guerres perpétuelles, comme on le vit encore aujourd'hui tout le temps. Mais ça permet aussi de devenir le prédateur suprême, le super prédateur que nous sommes. On a envahi toutes les niches écologiques par ce natalisme exacerbé qui est une sorte peut-être de mutation. Ici, je me perds un petit peu dans des supputations, je ne suis pas biologiste, mais on peut imaginer qu'il y a une mutation quelque part d'un gène qui a fait que, de manière inconsciente, il y a une survalorisation de la natalité. Tu vois, toutes ces déesses mères qu'on retrouve dans la mythologie, etc. Même le christianisme, on en a déjà un petit peu parlé, qui a été dévoyé. Le christianisme des évangiles, le christianisme du Christ est un antinatalisme. Saint Augustin souhaite même qu'on arrête tous de se reproduire parce que la Jérusalem céleste se remplira plus vite et que la fin du monde en sera hâtée. Donc Saint Augustin souhaite que tous deviennent comme le Christ, que tous se fassent eunuques en vue du royaume des cieux, parce que la fin du monde en sera hâtée et la Jérusalem céleste se remplira plus vite. C'est Saint Augustin qui dit ça quand même. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pendant tout le Moyen-Âge, ça continue à être pessimiste, le christianisme est bien entendu pessimiste, mais on voit un natalisme qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que le christianisme sous Constantin est devenu religion d'État, et que tu ne peux pas être une religion d'État dans l'Empire romain en étant antinataliste. Un empire a besoin de soldats, d'artisans, d'esclaves, de travailleurs, a besoin de femmes qui reproduisent la société, donc de femmes pondeuses, disons-le carrément. Et donc, c'était impensable que le natalisme puisse devenir religion d'État sans faire une énorme concession sur l'antinatalisme évangélique. Voilà. Donc, selon vous, le christianisme serait antinataliste, du coup? Oui, tout à fait. Je viens d'écrire un petit bouquin là-dessus, je le publierai fin cette année-ci probablement. Kierkegaard s'en était rendu compte, je veux dire, c'est vraiment pas un scoop. Moi, c'est un truc qui me choque. Comme je t'expliquais, j'ai suivi tout le parcours catholique traditionnel. Donc, j'étais à l'école primaire catholique, à l'école secondaire catholique. J'ai fait ma première communion, ma seconde communion, ma confirmation. J'ai fait le catéchisme. J'ai allé à la messe tous les dimanches ou tous les samedis en fonction des horaires de foot. Donc, je connais très bien ce qui se dit dans une église, ce que disent les curés dans une église. Et je me souviens particulièrement de l'épisode des Noces de Cana, qui est un des rares épisodes
que les curés utilisent d'une manière nataliste, puisque le Christ est présent à des noces, à un mariage, à un banquet de mariage, et comme quoi cette simple présence du Christ, qui est un petit peu à l'écart et qui parle avec ses disciples, en fait, qui ne participe même pas très activement à cette fête, mais cette simple présence semble cautionner le mariage, donc la procréation. Alors qu'en fait, ce que nous disent les noces de Cana, c'est qu'il était là en effet, il a été invité, il est venu avec ses disciples, et puis à un moment donné, il n'y a plus de vin. Voilà. Les gens ont trop picolé trop vite, il n'y a plus de vin pour les invités, et la mère du Christ, Marie, vient près de lui en disant « Seigneur, il n'y a plus de vin ». Et quel est l'accueil du Christ ? Il faut quand même comprendre que nous sommes dans le judaïsme, le Christ est juif, nous sommes en plein judaïsme, le christianisme est une secte juive, mais enfin c'est du judaïsme. Eh bien, en plein judaïsme, où le moindre manque de respect par rapport aux parents est punissable de mort selon la Torah, selon la loi juive, eh bien le Christ répond à sa mère « Quoi, femme, de toi à moi ?» Qui es-tu pour me poser cette question? Mon heure n'est pas encore venue, ça ne nous concerne pas, et qui es-tu pour t'adresser de la sorte à moi? Qui sommes-nous? Avons-nous le moindre lien en termes de banlieue aujourd'hui? Ça serait, mais putain, casse-toi la pute, tu me fais chier, quoi. Tu vois, c'est comme ça qu'on dirait à Molenbeek ou à Sombreville. Bon, bon, c'est aussi violent que ça. Et d'ailleurs, il y a des commentaires dans la Bible de Jérusalem, tu vois, où ils sont très embêtés, parce qu'en effet, c'est une manière de répondre à sa mère qui est totalement antinomique avec les principes de respect de base du judaïsme, le respect que doit, la piété filiale, le respect que l'enfant doit à ses parents. C'est une monstruosité, mais il n'y a pas que ça dans les évangiles. Tu as aussi un moment, quand il recrute ses apôtres, ses disciples, le Christ va vers je ne sais plus quel disciple, et lui dit « Viens, suis-moi, viens prêcher la bonne parole avec moi ». Et le disciple lui répond « Oui Seigneur, je te suis, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père ». Et il dit, laisse les morts enterrer leurs morts, suis-moi. Et ils montèrent dans la barque, disent les évangiles, voilà. Là encore, c'est une trahison totale de la piété filiale, puisque dans le judaïsme, le respect dû aux morts est une évidence. On ne laisse pas son père comme ça, sans sépulture, sans cérémonie funèbre ou quoi que ce soit. Donc, voilà encore une rupture. Il est fugard, à 12 ans, il est dans le temple de Jérusalem. Et il discute, il est déjà très intelligent, c'est tout de même Dieu qui s'est incarné, donc il a de la matière en tête, et il discute avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem, à 12 ans, il leur remonte les bretelles, il connaît mieux le judaïsme que les rabbins de l'époque, et il philosophe comme ça pendant des jours et des jours. Et puis à un moment donné, la caravane qui est venue de je ne sais plus quel village, de Bethléem peut-être, où habitaient les parents de Christ, soit, la caravane repart vers Bethléem, et le lendemain, tout de même, les parents du Christ, un petit peu distraits quand même, se rendent compte que Jésus n'est pas là. Mon Dieu, où est-il? Et ils font demi-tour. Ils se doutent bien qu'il est resté à Jérusalem. Et donc, ils restent dans le temple sans du tout prévenir ses parents. La caravane s'en va, ils s'en foutent. Ils restent quand même à philosopher et à théologiser avec les docteurs de la loi. Les parents, tout de même, très distraits, comme on en voit encore sur l'autoroute aujourd'hui. Un jour après, ils se disent, mon Dieu, où est-ce qu'il est le petit? Ils font demi-tour et ils le trouvent tout le temps en train de philosopher dans le temple de Jérusalem. Et voilà, la mère du Christ dit, et Joseph et Marie, tous les deux, disent, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous as fait de ces frayeurs. Et en fait, il s'en fout complètement. Parce qu'il dit que sa place est ici, dans le temple, tu vois. Donc, il y a un manque de piété filiale qui est, j'aurai encore d'autres exemples à te donner, mais il y a plusieurs exemples de manque de piété filiale de la part du Christ par rapport à ses parents. Ce n'est pas du tout l'enfant obéissant, soumis, merci maman, merci papa, pas du tout. En fait, il considère même que sa famille biologique n'est pas sa famille biologique, il s'en fiche complètement. Sa vraie famille, il le dit d'ailleurs à un moment donné dans les évangiles, ma vraie famille, ma sœur, mon frère, ma mère, ce sont ici mes disciples, c'est la foule réunie, voilà ma vraie famille. Jésus n'avait pas d'enfant non plus aussi. Et il n'avait pas d'enfant, voilà, c'est quand même important de dire que le Christ est né d'une vierge, donc c'est une naissance magique, c'est une naissance théologique, métaphysique. Joseph n'y est pour rien, c'est l'archange Gabriel, c'est l'Esprit de Dieu qui s'incarne dans le sein de la Vierge Marie, et même après accouchement, selon le dogme, un des dogmes chrétiens plus tardifs, même en ayant accouché, elle est restée vierge. Tu vois, donc il y a cette idée de naissance un peu magique. C'est pas du tout une naissance biologique classique, c'est pas une fécondation classique, c'est pas une naissance classique. Et le Christ lui-même va rester sans enfant, alors que dans le judaïsme, là encore, le judaïsme est une religion nataliste, comme toutes les religions quasiment, sauf le christianisme et le bouddhisme. Eh bien, le Christ va manquer à ses devoirs en tant que juif. Il va pas se reproduire. Voilà, il va refuser, il n'y a aucun enfant connu du Christ, et mieux que ça, le Christ, à un moment donné, dira, il y a des eunuques qui sont devenus tels par la faute de la nature, il y a des eunuques qui sont devenus tels par la main de l'homme, et il y a des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes eunuques en vue du royaume des cieux. Donc le salut, finalement, ça passe par le refus de se reproduire.
Voilà, tu vois, donc dans le christianisme des évangiles, et même encore le christianisme de Paul, où Paul dit clairement que le mieux, c'est quand même la chasteté, la virginité, et que bon, mieux vaut se marier que de brûler. C'est une concession qu'il fait, Paul. Mais Paul a très bien compris le message christique, qui est l'idée de mettre fin à l'espace, d'arrêter cette reproduction de pécheurs, puisque nous sommes tous pécheurs à cause du péché originel. On va mettre fin au péché originel, non seulement par le sacrifice du Christ, mais aussi par la volonté de cesser, je dis bien par la volonté de cesser de se reproduire. On ne reproduit plus le péché originel. Et ça, par exemple, Kierkegaard l'avait très bien compris au XIXe siècle. Il a écrit des textes là-dessus contre l'église protestante danoise de l'époque. Malheureusement, il est mort fauché en plein combat, on peut le dire. Il est mort au front, il s'est effondré en pleine rue. Il a eu toute l'église danoise, tous les politiciens, tout l'establishment danois de l'époque contre lui, puisque les pasteurs danois, bien entendu, se mariaient, fondaient une famille, continuaient à lire la messe, continuaient à prêcher un christianisme dévoyé, où les richesses sont les bienvenues, où le pouvoir est le bienvenu, enfin bon, voilà. Kierkegaard dénonce tout ça, et il dénonce particulièrement le côté nataliste des églises protestantes danoises de l'époque. Et c'est universel, parce que les orthodoxes sont eux aussi natalistes, les catholiques sont natalistes, mais Kierkegaard avait bien fait remarquer que le christianisme du Christ est totalement un antinatalisme. Et moi j'ai écrit ce livre un petit peu pour compléter le travail de Kierkegaard, pour utiliser et structurer des arguments qu'il n'avait pas utilisés dans la Bible, parce qu'en fait tout cela est dans son journal et dans des petits textes publiés dans une petite revue qui s'appelait L'Instant, en danois. Et finalement tout ça est passé sous silence, même à l'UNIF. J'ai suivi des cours du philo par exemple, on va te parler de Kierkegaard, voilà, un des fondateurs, des précurseurs de l'existentialisme, etc. Mais on ne va jamais te parler du Kierkegaard antinataliste qui avait mené cette croisade qui lui tenait terriblement à cœur contre l'église protestante de l'époque pour dénoncer le fait qu'ils avaient trahi le message du Christ en devenant natalistes. Tu vois, et ça c'est très peu connu chez Kierkegaard, et j'avais envie un petit peu de mettre ça en lumière et d'expliciter justement toute la connotation extrêmement antinataliste des évangiles canoniques. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'un bon chrétien devrait être antinataliste? Bien sûr. Un bon chrétien c'est le principe, c'est le concept d'imitatio Christi qui a quand même traversé tout le Moyen-Âge. L'imitatio Christi, c'est vouloir vivre comme le Christ, c'est marcher dans les pas du Christ, c'est se conformer à la vie du Christ, aux valeurs du Christ, c'est vivre au maximum comme le Christ, dans l'amour, le pardon, la bienveillance, mais aussi dans le côté sans enfant. Le Christ n'a pas du tout, tu n'as pas un passage dans les évangiles où le Christ fait l'apologie de la famille nombreuse, au contraire. Donc c'est certain qu'un vrai chrétien ne se reproduit pas. Pour sortir un petit peu de ce côté, cet aspect théologique, si vous devez convaincre un ami qui aurait comme projet de faire un enfant, qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire à cette alors personne? ça, tu sais, convaincre quelqu'un qui a envie d'un enfant, qu'il est mieux de ne pas faire d'enfant, j'ai déjà essayé, c'est impossible. Ça ne marche pas, c'est trop profondément ancré. Je crois à l'éducation et à la déconstruction du dogme nataliste social, mais par contre, pour te dire, eh bien, il y a 22 ans d'ici, précisément, en 97, j'étais à Louvain-la-Neuve en élève libre, comme je t'expliquais, et j'ai mené une première campagne antinataliste. Donc j'avais des tracts que je distribuais en rue, que je mettrais sur le pare-brise des bagnoles dans les parkings en sous-sol, dans le centre. Un ami m'a donné un coup de main pour faire une campagne d'affichage avec des citations antinatalistes de Chateaubriand. C'était une citation de Chateaubriand qui disait après le malheur de naître, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner naissance à un homme. C'est un peu approximatif, mais c'est à peu près ça que c'était quand même. Et on avait fait une campagne de centaines d'affiches sur tous les murs de Louvain-la-Neuve. On recouvrait les affiches qui annonçaient une soirée, une guindaille, ou tout ce qu'on peut imaginer. On avait collé des centaines d'affiches. Et justement, cet ami qui est devenu père depuis, Gilles, mais comprenait tout à fait à quoi je voulais en venir, et comprenait à quel point c'était nécessaire de se poser la question du bien fondé ou non de faire des enfants. Et mon plus grand débat, et mon plus ancien débat sur ce thème-là, avec une amie justement, on était 4 à table au Rabelais, sur la grande place de Louvain-la-Neuve. C'était Tania, Renaud, Anne-Catherine, voilà, je crois qu'on était 4. Et Tania, qui était convaincue de vouloir des enfants, qui était au courant de ma campagne de distribution de tracts, de ma campagne d'affichage antinataliste, etc. Alors, on a commencé à philosopher comme ça, en picolant, en rigolant et tout. On est resté des heures, on est resté au moins 3-4 heures à parler de ce sujet. Et Tania s'est avouée vaincue à la fin. Les 2 amis intervenaient aussi. On a vraiment discuté à 4. On a tout argumenté, contre-argumenté, le pour et le contre sur l'idée de faire des enfants ou pas. Et Tania, à la fin, s'est tout de même avouée vaincue. Elle m'a dit ceci, et c'est magnifique. Tu as raison, mais ça ne change rien. J'ai trop envie d'avoir des enfants. Mais tu as raison sur le fond. Philosophiquement, tu as raison, mais je ferai quand même des enfants. Je ne peux pas m'en empêcher. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable parce que c'est honnête de sa part, tu vois. Et c'est aussi symptomatique de
toute discussion que tu auras avec une personne qui est motivée, voilà, je pense à une de mes anciennes compagnes qui vient d'accoucher et que j'ai, crois-moi, soutenu dans ses démarches pour trouver un bon père pour son enfant, et elle avait des problèmes de fertilité, etc. J'ai totalement soutenu en tant que personne que j'aime, tout simplement, pas seulement une ex-compagne, mais une vraie amie qui sera toujours dans mon cœur. Eh bien voilà, Julie m'a entendu des dizaines d'heures philosopher autour de l'antinatalisme. Elle connaît mon bouquin, elle connaît mes idées, elle m'a même aidé à faire des happenings des natalistes à Paris, enfin elle a fait des non-parents à Paris, à Bruxelles. Donc Julie a totalement été dans mon camp, elle m'a soutenu tout à fait dans mon combat. Elle connaît tous mes arguments, elle sait à quel point ils sont valides et solides, et en même temps, ben voilà, on s'est séparés, entre autres parce que le désir d'enfant se manifestait, il y avait l'horloge biologique, elle allait avoir 40 ans, donc ben, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, Julie, voilà, a cédé à ce désir d'enfant qui est un peu le sien, qui est un peu celui de la famille, qui est un peu celui de la société, qui est, voilà, un mélange de mythologie et un mélange de désir authentique et un mélange, voilà, aussi concret, sincère, de partager quelque chose, de transmettre des valeurs. Il y a aussi un truc très chouette. Mais c'est pour te dire que quand une personne a un désir d'enfant inscrit en elle, au-delà du discours social, c'est très difficile de faire changer d'avis. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de limiter les dégâts, je dirais. Parce que là, comme on le voit, je te le disais tout à l'heure, quand tu laisses les femmes choisir spontanément, sans même qu'elles réfléchissent longuement à la question, qu'elles lisent des bouquins de philosophie ou quoi, non, spontanément, elles ont envie de l'expérience d'une maternité, ou deux. Donc tu vois, en moyenne, il y a une femme qui fait un enfant, une autre femme qui fait 2 enfants. Et donc au total, ça fait 1,5 enfants par femme. Donc les femmes, en fait, finalement, ne sont pas du tout convaincues, du tout, par l'idée de famille nombreuse. On a toujours l'air de dire c'est les femmes qui veulent plein de gosses. C'est faux. C'est des phallocrates. C'est les phallocrates qui veulent plein de gosses. C'est des mecs, c'est des religieux, c'est des politiciens. Ce sont les phallocrates. Poutine donne des primes à la natalité. J'en ai parlé en Italie. Je ne sais plus encore quel gouvernement. Voilà, la Chine revient sur sa politique de l'enfant unique. C'est maintenant des primes à la fertilité. Mais en fait... c'est un double mouvement, si tu veux. D'une part, tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un qui a vraiment envie d'un enfant de devenir père ou de devenir mère, de n'en faire aucun. Mais par contre, en tenant un discours antinataliste, tu vas favoriser le fait que ces personnes vont s'en tenir à un enfant plutôt qu'à 2, 3 ou 4. Donc, comme quoi le combat n'est pas inutile. Mais je crois vraiment, peut-être que ça serait intéressant de voir le jour où l'antinatalisme sera enseigné comme n'importe quelle philosophie, au moins dans les cours de philosophie, mais peut-être pourquoi pas dans certains autres cours à l'UNIF ou déjà en secondaire, ce serait intéressant de voir jusqu'où en effet, je crois qu'il y a des zones grises, il y a des gens comme Tania, tu vois, dont je te parlais, qui sont totalement convaincus que oui, faire des enfants, je peux pas m'en empêcher, c'est un truc, c'est ma vie, elle en a 3, si pas 4 maintenant, tu vois, tout en disant oui, la philosophie antinataliste a raison, mais je peux pas m'en empêcher. Bon. Tu as ça, puis tu as les femmes child free, c'est l'autre extrême. Même si vous me foutez la pression, j'ai pas envie d'un enfant, et j'en ferai pas, elles n'en font pas, elles ont bien raison. Et puis tu as plein de gens qui sont un petit peu dans une zone grise, où j'ai envie d'un enfant, mais si tu questionnes leur désir, c'est ton désir, ou c'est le désir de ta famille, ou c'est le désir de ta religion, ou c'est le désir de la société, des politiciens, etc. Les gens, à ce moment-là, qui sont dans un état de semi-conviction nataliste, peuvent facilement basculer vers l'antinatalisme en disant bah oui c'est vrai tout compte fait, qu'est-ce que c'est que ce truc de m'encombrer d'un enfant et de faire subir l'existence à un enfant. Donc voilà. Alors souvent quand on expose son point de vue antinataliste, j'ai l'impression que les gens répondent souvent par oui mais la vie vaut la peine d'être vécue, ou alors si toi t'aimes pas ta vie, suicide-toi. Ça, c'est la classique. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a entendu? Celle-là, c'est terrible. Dans tous les commentaires sur les réseaux sociaux, alors là, c'est des centaines de fois. Si t'aimes pas la vie, putain, suicide-toi. Même regardez en connard d'RTL, une émission sur plateau, j'étais dans le public, j'avais droit à quelques interventions millimétrées. Et voilà, le présentateur m'a quasiment dit ça. Mais si vous n'êtes pas content de la vie, n'en dégoûtez pas les autres, voilà. Et puis prenez une décision, quoi, tu vois. Ça veut dire, bah, suicide-toi. Je lui ai dit, ah oui, c'est ça, vous voulez que je me suicide ce soir. Mais moi, j'ai pas envie de laisser le terrain libre aux natalistes. Si je me suicide, ben, finalement je fais ce qu'ils ont envie que je fasse, je les emmerde. Donc je ne vais certainement pas lâcher le terrain, je suis un vieux joueur de foot, un défenseur en plus, en back offensif, et je peux te dire que je ne lâche pas un match avant qu'il soit gagné de toute façon. Et si on le perd, mais on le perdra la tête haute. Donc de toute façon, voilà, pour en revenir à ça, c'est un discours totalement odieux, parce que ces gens, d'une part, font un appel au suicide, c'est illégal, c'est nul d'un point de vue humain, parce que même si tu souffres beaucoup, le fait est que l'on est quand même programmé par de l'ADN, on a tous peur de la mort. Pas seulement de la souffrance, mais de cette incertitude. Il y a le côté narcissique, on est tous très narcissiquement attachés à notre être, psychique et surtout biologique, et donc en fait, dire à quelqu'un suicide-toi, les gens qui disent ça, moi j'ai fait une tentative sérieuse de suicide à 19 ans, j'ai sauté une falaise en Irlande, j'ai survécu, je peux te dire,
quand tu es en pleine santé, dans la force de là, 19 ans, sportif et tout, que tu n'as aucune maladie, aucune raison valable de te suicider autre que philosophique, c'est, voilà, j'ai pas envie de cette existence, de travailler, de faire des études, voilà, j'ai pas envie de cette existence de merde que je vois devant moi, une existence en fait tout à fait classique, et bon, je veux dire, des gens du tiers-monde voudraient vivre notre existence soi-disant de merde, mais malgré tout, moi, cette existence était quand même de merde de mon point de vue, c'était trop d'efforts pour trop peu de récompenses, et donc à 19 ans, je prends la décision philosophique de me tuer. Mais je peux te dire que pour sauter d'une falaise, c'est un travail de conditionnement, et quand tu es vraiment au bord de la falaise, je dis, bon, let's go. Bon, j'ai survécu, j'ai remonté, je suis allé à l'hôpital, etc. Je risquais de garder des séquelles, tout s'est bien passé. Mais je pouvais dire qu'après, je l'ai fait une fois dans ma vie, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de très dur de mettre fin à ces jours. Même par une injection létale, si tu n'as pas de maladie ou de souffrance psychique ou physique grave, c'est très difficile vraiment de prendre cette décision de cesser d'être. Spinoza le disait, on veut tous persévérer dans l'être, tu vois, c'est un truc qui est réellement inscrit dans l'ADN de toute créature vivante, quoi. Tu vois, même une plante va se démerder pour survivre à une sécheresse ou communiquer avec ses congénères plantes pour avertir de la présence d'un prédateur. Donc c'est vrai, je crois, dans toutes les créatures animales. On croit que les homards ne souffrent pas quand on les jette dans l'eau bouillante et qu'ils se foutent de vivre ou pas vivre. Des études scientifiques ont montré que le homard souffrait, voulait s'échapper de la casserole d'eau bouillante dans laquelle on plonge. Et la Suisse a d'ailleurs interdit ce genre de pratique, ils ont bien raison. Donc c'est facile de dire suicide-toi. On peut être très mécontent de vivre, on peut être vraiment dépressif, on peut être en souffrance, mais il faudra que la souffrance soit immense pour qu'on dise « je me suicide ». Il faut vraiment, on va préférer souffrir que de mourir. C'est inscrit littéralement dans notre code génétique. On est malheureusement des robots, on n'a pas tant de libre arbitre que ça. Mourir, c'est pas comme pousser sur un interrupteur, quoi. C'est une décision qui demande un courage intérieur terrible, parce que ça va totalement à l'encontre de ce pourquoi notre cerveau existe. Notre cerveau n'existe pas pour qu'on pense, qu'on philosophe ou qu'on joue aux échecs ou à n'importe quoi. Notre cerveau, c'est un organe utile à l'adaptation réelle. Le cerveau s'est développé, ça a été un avantage adaptatif. Donc le cerveau n'est pas programmé pour dire cerveau, cesse de fonctionner, cesse d'exister, met fin à la vie. Pas du tout. Le cerveau lui-même est un produit de l'évolution et il est au service de la vie, de notre survie, de la vie, de la perpétuation de la vie. Donc c'est très facile de dire suicide-toi si t'es pas content. C'est d'abord totalement odieux d'un point de vue éthique. On ne prescrit pas. Moi j'aurai un ami suicidaire, même si je sais que être mort est une meilleure chose qu'être vivant, je sais tout de même que je ferai tout pour l'empêcher de se suicider. Voilà. Maintenant, je respecterai sa décision si il n'aurait pas d'autre choix, ou s'il ne voulait pas changer d'avis après mûres et mûres réflexions, mais tout suicidaire que j'ai pu être, et dépressif que j'ai pu être, jamais je n'encouragerai quelqu'un à se suicider. Voilà, je crois que ma vision de la vie, c'est bon, on est embarqué, chaque jour qui passe nous rapproche de la libération finale, on va tous mourir de facto un jour ou l'autre, ouf, le cauchemar n'est pas éternel, et entre-temps, profitons-en de la vie du peu qu'on peut en profiter, et puis surtout, essayons de faire de notre vie quelque chose d'utile. Menons des combats progressistes en faveur du droit des femmes, contre l'homophobie, en faveur contre la maltraitance animale, en faveur des droits des animaux, etc. Il y a plein de combats chouettes à mener, il y a plein d'aventures aussi à vivre dans l'existence, donc voilà, je pense pas qu'il faille se laisser aller à une dépression, à des envies suicidaires. On peut donner sens à notre vie et faire en sorte que notre vie, finalement, valait la peine d'être vécue parce qu'on en a fait quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Même si sur le papier, aucune vie ne vaut d'être vécue quelque part, c'est une absurdité. Mais cet absurde, on peut le transcender, je crois, par l'engagement, la militance en faveur du bénévolat, d'une bienveillance à l'égard des humains ou des autres créatures. Du coup, quels sont vos projets au niveau de l'antinatalisme pour plus tard? Parce qu'on vous voit moins pour l'instant, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je me demandais, vous avez donc décidé de rédiger un nouvel ouvrage, je pense, vous m'aviez dit là juste avant, par rapport au christianisme, c'est ça? Oui, mais donc ça c'est un bouquin que je suis en train de finaliser, qui devrait paraître en français cette année-ci. Je finalise la version anglaise pour l'instant, ça sera publié sans doute l'année prochaine en anglais. Si je trouve un éditeur, sinon je fais de l'auto-édition en anglais, peu importe. Donc il y a ce projet-là, il y a un projet de citation antinataliste que j'ai depuis 2012, donc je compile des centaines et des centaines de citations antinatalistes de tous les temps, tous les pays, avec le but de montrer que l'antinatalisme c'est pas une philosophie
envie d'illuminer une mystique de quelques tarés psychopathes comme on essaie de nous le faire croire. C'est en fait un invariant anthropologique. On retrouve des pensées, des aphorismes, des phrases, des passages antinatalistes dans toutes les cultures, à tous les siècles, dans tous les pays. Voilà, virtuellement, c'est un phénomène totalement mondial, c'est un invariant anthropologique. Tu vas trouver ça en Afrique, au Japon, en Chine, dans toute la littérature européenne ou autre, tu trouves ça dans les philosophies. Voilà, cette idée qu'il aurait mieux valu une panâtre et que la meilleure chose, après qu'on soit né, comme disait Sophocle, c'est de mourir au plus vite, c'est vraiment un invariant anthropologique, c'est quelque chose, voilà, l'être humain souffre tellement partout depuis toujours, que tout le temps, partout dans le monde, à toutes les époques, il y a eu des auteurs pour dire stop à la procréation. Et donc j'essaie de créer cette compilation qui couvrira toutes les lettres de l'alphabet, qui devrait totaliser un petit millier de citations antinatalistes à terme, justement pour bien montrer que c'est présent partout, toujours, tout le temps, et que l'antinatalisme est quelque chose de très répandu. Tu vois, toi tu disais, c'est vrai, au niveau de notre vie personnelle, on connaît plus de centaines de personnes, souvent tu ne connais pas directement dans ton entourage quelqu'un d'autre que toi antinataliste. Oui, tout à fait. Bon, il n'y en a pas tant que ça, on est peut-être 1 sur 1000 à être réellement, consciemment et volontairement antinataliste. Mais en fait, même des natalistes peuvent avoir des réflexions du genre que la vie est pénible. Parfois, voilà, il y a des femmes, par exemple, qui tombent dans une dépression postpartum. Boris Cyrulnik explique ça dans un de ses bouquins. Je ne sais plus combien, c'est 10 ou 20% des femmes qui, lorsqu'elles voient leur bébé à la maternité, disent « pauvre petit ». Tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend. Tu vois, beaucoup de femmes se rendent compte que l'enfant est là, c'est plus l'enfant imaginaire, c'est l'enfant réel, et elles voient comme ça toute la destinée de l'enfant, comme Aragon disait, pauvres petits enfants, si vous saviez ce qui vous attend dans l'avenir. Voilà. Et donc voilà, je veux dire, c'est une pensée qui n'est pas une philosophie bizarroïde de psychopathe ou de taré ou de dépressif, c'est quelque chose qui en fait, et là c'est un invariant anthropologique, c'est en chacun de nous, l'antinatalisme, je crois que la plupart des gens pensent une fois ou l'autre au suicide durant leur vie. Et beaucoup de gens, même parents, se disent « est-ce que j'ai bien fait d'avoir des enfants ? Si j'avais su, je ne t'aurais pas mis au monde. » Tu vois, c'est des phrases aussi qu'on entend voilà, au niveau populaire. Donc voilà, ça c'est un projet. J'ai aussi le projet de développer l'antinatalisme dans toutes les spiritualités, mythologies, religions. J'ai beaucoup de notes prises depuis 20 ans là-dessus. Est-ce que j'aurai le temps ? Ça, je ne sais pas. C'est un énorme travail, mais là aussi, dans des mythologies, tu as beaucoup de mythes, de passages mythologiques qui sont clairement antinatalistes. Et alors, bon, un truc plus récent, parce que je me dis ça, les mythologies, ça va être beaucoup de boulot, mais un truc une envie plus récente, un projet plus récent et plus simple, c'est ce que j'appelle en anglais Science-Based Antinatalism. Donc utiliser les dernières avancées scientifiques pour montrer à quel point la vie est pénible en soi. Par exemple, on sait que les 4 ou 5 émotions de base, les 3/4 sont négatives. Dans les rêves, c'est 80% d'émotions négatives. Donc non seulement quand tu as fini ta journée, tu dis « ouf, enfin, je me mets au lit », mais si tu rêves, tu vas avoir 80% d'émotions négatives, la tristesse, la peur, la colère dans tes rêves, pour seulement 20% d'émotions positives. Tu vois, donc il y a moyen d'établir scientifiquement le fait que la vie est pénible en soi. Elle est toujours déjà pénible en soi. Au contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire, la naissance c'est fabuleux, la vie c'est miraculeux, c'est un cadeau fabuleux. Non. C'est vraiment empoisonné, c'est un parcours d'obstacles. On est beaucoup plus sensible à la douleur qu'à la jouissance. Il n'y a pas photo entre une rage de dents ou une torture par un nazi et un orgasme, quoi. Il n'y a aucune comparaison. On prend la plus grande jouissance possible, l'orgasme, on prend la pire torture possible, on n'a même pas idée, quoi, tu vois. La pire torture possible, on en meurt, quoi. Voilà. Et donc voilà, je pense que c'est un petit truc que j'aimerais bien peut-être un jour, ça sera un petit bouquin, mais me baser sur des acquis scientifiques, comme voilà, 80% d'émotions négatives dans le rêve, sur les 4-5 émotions de base, il y en a des 3/4 qui sont négatives aussi. Voilà, bon, il faut faire quelque chose avec ça. C'est quand même, voilà, votre idée que la vie c'est fabuleux, c'est génial, youpi, non. En fait, regardez scientifiquement, et je pense même d'ailleurs à une expérience, je ne pourrais pas la mener, mais ce serait intéressant de voir comment l'intelligence artificielle pourrait traiter les signaux hormonaux, notamment émis par le corps, si on avait des biosenseurs. Tu vois, il y a toute cette mode des montres, tous ceux qui font du sport, qui comptent leurs pas, leurs calories brûlées, etc., leur battement cardiaque, mais on pourrait aujourd'hui, avec la miniaturisation des microsenseurs,
avoir des capteurs dans la peau, pourquoi pas même dans le cerveau, pour étudier le taux d'hormones de stress, tu vois, d'hormones de mal-être d'une manière ou d'une autre, et voir toutes les réactions aussi au niveau du cerveau, oh, j'en ai marre, putain, cet embouteillage, tu vois, tous les putains, merde, fais chier, qu'on dit tout le temps, quoi, tu vois, et qui produisent des signaux électriques fatalement dans le cerveau, mais aussi des productions d'hormones négatives, de stress, d'angoisse, de colère, et donc ce serait intéressant même de montrer que le corps lui-même, la biologie même, en fait, de notre corps, émet des signaux négatifs qui ne sont pas du tout en faveur du natalisme et de la mythologie, de voir la vie en rose, quoi. Voilà. Alors, pour terminer, si vous aviez des conseils à donner à un antinataliste pour l'accompagner dans une démarche militante, à quelqu'un qui débute finalement dans le militantisme antinataliste, qu'est-ce que Un vous seul lui diriez ? conseil, un seul mot, courage.